C'est l'heure du journal de l'Afrique à la une ce soir. Le deuil au Niger, le guide et le chauffeur des 6 humanitaires français ont été inhumés ce vendredi dans l'intimité. L'enquête, quant à elle, se poursuit sur le terrain. Nous écouterons Alakash Alada, ministre de l'Intérieur nigérien, dès le début de ce journal. Nous irons également en Afrique du Sud. Alors que le procès contre le gouvernement pour la reprise de la vente d'alcool reprend, notre correspondante dans le pays est allée à la rencontre des petits et moyens viticulteurs. Vous verrez que leur emploi est en danger. Reportage à suivre. Et puis c'est le Congo-Brazzaville qui s'apprête à fêter les 60 ans de son indépendance. C'était le 15 août 1960. Nicolas Germain reviendra pour nous sur les grandes dates qui ont marqué l'histoire du pays. Journée de funérailles et d'hommage aux 8 victimes de l'attaque de Kouré au Niger, alors que les corps des 6 humanitaires français tués dimanche dernier ont été rapatriés hier pour une cérémonie ce vendredi en présence des familles et du Premier ministre français. Au Niger, les 2 victimes ont été inhumées dans l'intimité. Dans le même temps, l'enquête se poursuit sur le terrain. C'est ce qu'affirme Alakash Alada, ministre de l'Intérieur nigérien, au micro de France 24. Écoutez. Nous pensons que qu'ils sont encore dans cet espace-là que nous avons identifié et qu'ils n'arrivent pas à sortir de cet espace. Que nous avons quadrillé l'espace que nous estimons être l'espace concerné et où pourraient être intervenus les terroristes. Nous l'avons quasiment quadrillé et nous sommes en train de mener des investigations dont je ne doute pas qu'elles déboucheront sur quelque chose qui nous permettra de faire avancer l'enquête. Et le ministre nigérien de l'Intérieur a également réagi au classement du Niger par la France en zone rouge, fortement déconseillé à ses ressortissants. Écoutez. Voyons cela comme ça, comme une décision d'un État qui cherche à protéger ses concitoyens. Et cette décision a été prise par les Français. Évidemment, nous souhaitons que cette situation change le plus rapidement possible, étant donné que dans d'autres pays qui sont dans des situations similaires, où je pourrais même dire moins favorables que celle du Niger, les pays ne se sont pas retrouvés totalement au rouge. Voilà, propos recueillis par nos envoyés spéciaux Patrick Fondio, Tristan Lepay et Omar Hama. Direction le Mali, je vous emmène dans la plus grande prison du pays à Bamako. Les détenus et leurs familles craignaient que le Covid-19 ne se propage en raison de la surpopulation carcérale. Et pourtant, pour l'heure, aucun cas n'a été recensé. Un atelier de confection de masques a même été installé dans la maison d'arrêt. Nicolas Germain. Avant d'entrer dans la plus grande prison du Mali, le lavage des mains et la prise de température sont obligatoires. Conçus pour accueillir 400 détenus, ils sont aujourd'hui plus de 2000 sur le site. Avec une telle surpopulation carcérale, les médecins de l'établissement pensaient que le coronavirus frapperait fort, mais pour l'heure, ce n'est pas le cas. Dieu merci, depuis la pandémie, on n'a pas eu d'abord un seul cas à la MCA ici. On a respecté les mesures barrières et le port des masques. Ce que le gouvernement a demandé de respecter, on a tout respecté, vraiment, Dieu merci. En raison du contexte dans l'atelier confection des détenus, on ne fabrique plus seulement des chemises et des pantalons. Pour pallier à l'épidémie, on a décidé de confectionner ces masques pour protéger les détenus et ceux qui viennent pour les rendre visite. Pour réduire la promiscuité, des centaines de détenus ont été transférés vers d'autres prisons. Le ministre, il a fait de son mieux pour baisser le taux de détenus, avec les audiences extraordinaires au niveau de toutes les communes et la grâce présidentielle, 4 séries de grâce présidentielle. Et donc il y a plus de 400 personnes qui ont bénéficié de la grâce. Et le département a procédé à des transferts. Il n'y a pas que le coronavirus qui hante les esprits des prisonniers. Ici, l'immense majorité des détenus n'a pas été jugée et certains sont là depuis des années à attendre leur procès. Le bras de fer se poursuit entre l'industrie du vin et les autorités sud-africaines. Le procès contre le gouvernement pour la reprise de la vente d'alcool, suspendu en raison de la crise sanitaire, reprend ce week-end. Le futur de l'industrie du vin sud-africain en dépend. Le secteur, composé essentiellement de petits producteurs, perd toutes les semaines 1,5 million d'euros. Nos correspondants Stéphane Carstens, Sam Bradpies et Caroline Dumais sont allés à leur rencontre. Reportage.
Ntsiki a été la première sommelière noire du pays. Et voilà qu'après avoir affronté 2 ans de sécheresse, elle se retrouve confrontée à la crise du coronavirus. On s'est dit, c'est bon, on a passé la sécheresse. On était content de pouvoir développer notre société enfin. Et puis bam. Elle produit 36 000 bouteilles par an, mais elle a perdu 20% de ses ventes. Ses exportations vers l'Europe ont baissé et la consommation locale s'est arrêtée depuis l'interdiction de vente d'alcool et plus largement la chute du tourisme. Dans la province du Cap, les domaines font plus que de vendre des bouteilles. Ils ont des musées, des restaurants. Groot Constantia est l'un des premiers vignobles du pays. Ici, la moitié du chiffre d'affaires est réalisé localement, car en temps normal, plus de 400 000 touristes arpentent ces allées. Ses responsables sont inquiets. Si vous n'avez pas de réserve, vous ne survivrez jamais. Même ceux qui ont des réserves sont obligés de reporter leurs coûts de maintenance. Ils reportent même le renouvellement des plants de vin. Jouer avec tout cela, ça peut être très dangereux. La direction de ce domaine n'a pas licencié, mais les salaires ont baissé. Plus de 200 000 emplois seraient menacés dans la province. À Stellenbosch, la capitale du vin, les experts assurent que le secteur est en danger. En 2019, le tiers des producteurs de vin fonctionnaient déjà à perte. Cette année s'annonce désastreuse. Sur le plan financier, malheureusement, notre industrie n'a jamais obtenu de soutien de la part du gouvernement, ou très peu. Et ça va sans doute être la prochaine étape dans nos discussions. Nous avons besoin d'une aide si nous voulons que le secteur survive. Ce sont les petites et moyennes entreprises comme celle de Ntsiki qui sont les plus vulnérables. La pérennité du vin sud-africain dépend de leur survie. La Cour suprême angolaise a condamné ce vendredi à 5 ans de prison José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos. Il est la première personnalité de l'ancien régime à être sanctionnée pour des faits de corruption. Avec ses 3 coprévenus, la justice lui reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers un compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. Cette fraude lui aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Nous continuons notre série sur les 60 ans de l'indépendance de nombreux pays africains. Le 15 août 1960, c'est la République du Congo, souvent appelée Congo-Brazzaville, qui devenait indépendante de la France. Récit en archive avec Nicolas Germain. En 1880, l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza négocie un accord avec les Batékés pour établir un protectorat français sur la rive nord du fleuve Congo. 30 ans plus tard, le territoire deviendra une colonie de l'Afrique équatoriale française. Le travail forcé est imposé, les conditions de vie sont très dures. En 1928, les ouvriers se soulèvent lors de la construction du chemin de fer Congo-Océan entre Brazzaville et Pointe-Noire. D'après les historiens, cet ouvrage coûtera la vie à 17 000 personnes. Cette histoire n'est pas mentionnée par la télévision publique française en 1952, lorsqu'elle dresse un portrait dithyrambique de Brazza et évoque le développement de la colonie. Partout sur son passage, Brazza sut forcer l'amitié des populations qui lui avaient décerné le titre de père des esclaves. Depuis, la présence française n'a cessé de transformer le pays. Des routes percent la forêt, des ponts sautent des rapides, des villes modernes sont nées, et Brazzaville est aujourd'hui le plus bel hommage à celui qui donna un empire à la France sans tirer un coup de fusil. L'indépendance est acquise en 1960 dans un climat d'affrontement entre mouvements politiques à base ethnique. L'abbé Fulbert Yulu devient le premier président de la République du Congo, souvent appelé le Congo-Brazzaville. Le célèbre ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, André Malraux, représente la France à cette cérémonie. 3 ans plus tard, Fulbert Yulu est renversé et ce sera le premier d'une longue série de coups d'État. Aujourd'hui, l'opposition congolaise se plaint surtout du fait que le même président, Denis Sassou Nguesso, dirige le pays de manière presque ininterrompue depuis plus de 4 décennies. Direction le Cameroun, plaque tournante du trafic et de la consommation des drogues en Afrique centrale. Parmi ces drogues, le crack, qui est devenu un véritable fléau dans le pays. Une association d'anciens dépendants tente de sensibiliser à ces dangers. Reportage signé Tony Menga, Franck Mbala et Luc Armel Ngou. Ils appellent cet endroit la décharge, le surnom donné à ce lieu clandestin par ces consommateurs de crack. Un mélange de cocaïne et d'ammoniac
qui forment un caillou jaunâtre chauffé avant d'être consommé. Chacun maintenant va me donner ce qu'il a prévu pour son crack. Une drogue en provenance du Nigeria voisin, dont l'usage se répand de plus en plus au Cameroun, où le trafic est alimenté par des vendeurs comme celui-ci, surnommé le Caïd. Il est à la tête d'un business florissant qui peut lui rapporter jusqu'à 150 000 francs CFA par livraison, environ 320 €. Ses clients proviennent de différents milieux. Il y a des gens dans l'administration, des businessmen, des artistes qui en consomment. À quelques kilomètres, un autre fumoir illégal fréquenté par des consommateurs qui deviennent très souvent dépendants de leur dose de crack. À l'image de Fanny, 26 ans, accro depuis 6 ans. Comme chaque matin, elle retrouve sa bande d'amis, de jeunes consommateurs de crack qui se coupent peu à peu de la société. Sans travail stable, parfois sans formation, ils se droguent une bonne partie de la journée. Un engrenage addictif pour Fanny qui ne peut plus se passer de sa dose. C'était pendant les fêtes, on est sorti s'amuser. En sortant, je suis tombé sur les amis. Eux-mêmes tiraient, m'ont demandé de tirer aussi. Et c'est comme ça qui a commencé jusqu'à aujourd'hui. Pour sortir ces consommateurs de la dépendance au crack, Belmeillon sillonne ces quartiers pauvres de Yaoundé. Lui-même est un ex-drogué qui a créé une ONG pour mener le combat contre cette addiction. Nous sommes une organisation un peu au Cameroun. Nous, on travaille uniquement avec les usagers de gros. Ce jour-là, à la tête d'une équipe d'éducateurs, il tente de dissuader ces jeunes en les alertant sur les risques du crack. Et pour combattre l'usage de la drogue, il prône l'éducation plutôt que la répression. Ce que nous proposons, c'est l'assistance, c'est supporter les usagers de gros, ne pas les punir, inciter les gouvernements à ouvrir plus d'hôpitaux, à former plus de médecins. En attendant, les chiffres officiels font état d'une consommation en hausse au Cameroun, où 21% de la population aurait déjà consommé un produit stupéfiant. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.